Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire découvrir un coiffeur exceptionnel. C'est un quartier où il peut tout se passer, d'ailleurs c'est pour ça que je suis habillée pour l'occasion. Suivez-moi. Bonjour Nicolas. Bonjour, bienvenue. Merci, bienvenue à toi dans l'émission Les cheveux dans les yeux. Alors une émission que tu ne connais peut-être pas. Non, je ne connais pas. Alors c'est une émission qui est tournée donc, par moi, qui suis coiffeuse. C'est une émission les yeux dans les yeux un peu, c'est pour ça qu'elle s'appelle Les cheveux dans les yeux. Et en fait, c'est une émission qui a pour vocation d'écouter les entrepreneurs coiffeurs pour les mettre un peu dans la lumière. Elle est destinée aux coiffeurs, mais également au grand public pour faire changer un petit peu les mentalités. Aussi. Ok, d'accord. Voilà, donc je vais te poser des questions qui vont concerner le grand public, mais également les coiffeurs. Ok, très bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi je suis venue habillée comme ça. Je suis venue. Bah oui, parce que quand même, on dirait elle a fait clochette. Voilà, surtout que je ne savais pas que tu allais me recevoir dans ton nouveau lieu. Tu vas nous expliquer plus tard. Alors pour moi, c'est plutôt Cendrillon, parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai émis l'intention de t'interviewer, la vie n'a eu de cesse de me faire te rencontrer alors que tu n'es pas facile à rencontrer. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et en tout cas, en particulier, tu n'es pas facile à rencontrer dans la vraie vie. Et si tu t'en rappelles bien, il y a un soir où moi j'ai aidé pour un déménagement, donc j'étais pas du tout à une fête. Et où j'étais sur mon téléphone, il y avait des gens qui m'embêtaient dans le passage. Donc je me suis dit au bout d'un moment, ils sont embêtants quand même ici, on était dans un très beau lieu. Et quand j'ai levé ma tête, tu étais là. J'étais en train d'arriver. En train d'arriver camouflé, emmitouflé un peu dans un bonnet, des lunettes, et j'ai levé ma tête et j'ai dit Nicolas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je me rendais chez un ami et c'est vrai que je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'en fait, on se connaissait pas. On s'est rencontrés à des rassemblements de coiffeurs ou je sais plus, c'était mondial. Ah, c'était après. Après, voilà, la vie, elle a fait encore plus fort. C'est que je fais une conférence un matin très tôt. Et toi, tu fais aussi une conférence dans ce lieu-là, où tu as été super d'ailleurs. Et ensuite, tu vas dédicacer ton livre qui est là. Et là, il y a tellement de coiffeurs, tu es tellement débordé que je me propose de t'aider. Et toi, tu dis oui. Donc du coup, je t'ai aidé ce jour-là. Oui, c'est vrai, à encaisser et à faire gérer la queue pour les dédicaces. C'était un peu le bazar ce jour-là. Mais tu comptes très bien. Moi, je tiens à le dire. Hein, j'ai vu à ce moment-là qu'on peut penser de toi que tu vas dans tous les sens. Que c'est vrai, mais quand il faut recentrer. Voilà, mais je sais où je vais, je sais ce que je dois faire et j'essaie de faire attention. Voilà, et j'ai découvert là un autre Nicolas, loin de la fête et des paillettes. Mais bon, voilà, ce que je voulais te dire, c'est que vraiment, pour moi, ce moment aujourd'hui, il est magique parce que j'ai émis l'intention, la pensée. Tout le monde m'a dit ça va être compliqué et la vie a fait que aujourd'hui on y est enfin. On y est enfin. Voilà. Donc c'est ça. Je vais te demander en fait si tu crois toi aussi aux synchronicités de la vie dans ta vie. Alors, est-ce que j'y crois? Je dirais oui, parce que moi, ma vie est faite de rencontres. Il n'y a pas vraiment de hasard. Et surtout, quand on m'a refusé la porte, je suis rentré par la fenêtre. Donc, j'ai toujours essayé. Il y a pas longtemps, la semaine dernière, j'avais rendez-vous avec un producteur. Et tout le monde m'a barré le chemin pour rencontrer cette personne. Et j'ai dit, ah bon, si j'y arrive pas, je trouverai le moyen. Et j'ai réussi à trouver le moyen. Je me suis retrouvé la semaine dernière dans son bureau pour lui vendre une émission et il m'a dit j'adore le fait que malgré le fait qu'on te barre la route, tu sois arrivé à tes fins. Et j'ai toujours réussi à arriver à mes fins, même au début quand j'ai monté ma première entreprise. Ici, tu te trouves dans mon premier salon de coiffure. Alors j'étais venue à une soirée. Alors, mais ça, j'étais venue moi, donc tu faisais un défilé. Oui, c'était un défilé dans la rue. C'était il y a C'était avant le Covid, le jour où on nous a dit qu'on était confinés. Ah oui, c'est vrai, c'était la dernière fois que je sortais, c'était chez toi. C'était, je crois que c'était un vendredi 13, je crois, je ne sais plus, je sais plus, mais en tout cas. Et on nous a dit qu'on était confinés. Nous, on avait prévu un défilé de mode dans la rue depuis des mois. Et au final, je me rappelle que la police est arrivée. J'ai dit, s'il vous plaît, on ne sait pas quand c'est qu'on pourra le refaire. Et en fait, j'avais quand même géré le défilé. Et ça, donc ici, là où tu te trouves, c'est mon premier salon de coiffure. Donc c'est une histoire particulière parce que c'est mon bébé, c'est mon premier bébé. Et c'est vrai que là, j'en ai fait, là, je suis en train
de redécorer l'endroit parce qu'on va en faire une agence de relooking, de masterclass. On pourra faire des stages de confiance en soi. Il va y avoir des privatisations pour pouvoir maquiller et coiffer des clientes qui veulent se retrouver entre copines, des EVJF. Il va y avoir énormément de choses. Cette boutique, elle va être un peu hybride. Excuse-moi, là je t'arrête sur un terme. Enterrement de vie de jeune fille. Ah pardon, voilà. Voilà. Précise parce qu'elle va tellement vite, Nicolas. Des enterrements de vie de jeune fille et plein de petites choses, des anniversaires. Le but, c'était de créer une boutique où les gens puissent venir me rencontrer, où ça mêle la beauté, la confiance en soi, la réflexion. Il va y avoir aussi des ateliers de lecture. Il va y avoir aussi des gens qui vont pouvoir louer le lieu pour pouvoir rassembler des gens et pouvoir parler de certains sujets, évoquer certains sujets. Mais le but, c'est que ce soit vraiment autour de l'acceptation, de la confiance en soi, qui est un lieu de rendez-vous et un lieu qui fédère. Et donc, c'est ici que ça va se passer. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de faire plein de choses, de faire plein d'essais déco. Mais en tout cas, c'est ici que ça va se passer et que les relookings vont se passer maintenant. Bon, moi je trouve que le lieu il est bien réussi. En tout cas, on s'y sent bien. Et alors, je ne sais pas si tu sais que ma spécialité dans mon métier, c'est de travailler à l'intuition. C'est-à-dire que j'ai déposé des formations, des termes aussi qui sont liés avec la morpho intuitive, le morphing intuitif, voilà. Et donc, je voulais te demander si toi, tu crois ou si tu travailles à l'intuition. Par exemple, ces lieux comme ça que tu as choisis, toutes tes envies est-ce que tu suis tes intuitions, des idées complètement loufoques où on te dit de pas aller, par exemple, et que tu fais à contrario de ce qu'on te dit de faire, et paf, c'est ce qu'il fallait faire. Alors, je sais que quand je n'ai pas écouté mon intuition, c'est souvent là que j'ai eu des soucis. Je sais que quand j'écoute ma voix intérieure et que je ne fais pas de compromis, c'est là que ça fonctionne. Mais quand j'ai été influencé, quand on m'a fait un peu peur, quand on m'a dit non, prends garde à ça, c'est toujours à ce moment-là que j'ai eu un petit bémol ou que ça n'a pas été à 100% comme je voulais. Donc du coup, je te dirais, non, il faut écouter son intuition. Et il faut surtout pas se trahir et il faut surtout pas se mentir, mais que ce soit en amour, en amitié, dans la famille, dans ses relations humaines et surtout dans le business. Je pense qu'il faut, quand on a une idée, à part, il peut y avoir des mauvaises idées, mais bon, quand on a vraiment une idée au fond, qu'on sait que ça peut marcher et qu'on est passionné d'un truc, on fait de l'argent et ça se passe bien. Et voilà. Après, il faut savoir écouter les gens. Faut pas avancer aveuglément. Et puis surtout que les grandes choses, elles se font pas tout seul. On peut pas avoir des idées tout seul. Mais je dirais que quand on a une intuition, quand on a un truc fort, il faut s'écouter. Ah, ça c'est super. Alors ensuite, j'ai un peu étudié avant de venir te voir, mais je voulais le faire à l'intuition au départ, donc j'ai pas tant étudié que ça. J'ai juste vu que tu étais destiné à être avocat. Plus jeune, et que c'est un coup de foudre. Tu vas me reprendre si je me trompe parce que j'ai pas étudié non plus énorme, parce que je voulais garder le côté un peu frais et naturel de l'interview. Donc ça serait un coup de foudre avec un coiffeur qui t'aurait fait changer qui a changé ma vie, Voilà. En fait, à la base, oui, moi j'étais d'une famille où on faisait des études. J'étais un peu l'enfant prodige, qui adorait parler aux adultes, qui adorait négocier, qui était hyper avec une personnalité forte, j'adorais m'exprimer, j'avais besoin de m'exprimer. Déjà. Et j'avais un fort tempérament, très studieux. Et c'est vrai que à un moment, j'avais eu une peine de cœur au lycée, ça arrive à tout le monde. Collège, lycée, t'as des amoureuses. T'as quel âge là? C'était vers 16 ans. D'accord. 16 ans. Et en gros, mes parents, donc je me laisse aller parce que je m'étais fait larguer par ma copine qui partait à l'étranger. Enfin, c'était horrible. J'arrivais plus à vivre sans elle, machin. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que je commençais à avoir les résultats qui baissaient, j'allais pas bien, je me laissais aller les cheveux et tout ça. Et mes parents m'ont dit, va chez le coiffeur, tu te laisses aller, c'est pas possible. Et en gros, j'ai dit ok, et ils m'ont dit, va chez ce coiffeur, c'est un nouveau coiffeur qui vient d'ouvrir, c'est top tendance. Allez. Et c'était le début de ces salons de coiffure un peu sur mesure où tout était aseptisé, où tout était canon, les coiffeurs étaient en noir. Enfin, il y avait un côté, moi jusqu'à présent, j'allais chez un coiffeur de famille hyper classique qui coupait au ciseau, enfin tu vois que c'était un peu vieillot. Et là, c'était le début un petit peu de tout ça. Et donc, je suis tombé sur un coiffeur qui s'appelait Kevin. Il se reconnaîtra, de toute façon, il sait que... Et en gros, je l'ai vu couper les cheveux. Donc déjà, il est arrivé dans le salon, toutes les femmes se retournaient sur lui. Tout le monde était à sa botte. Et le mec, je voyais un mec qui touchait son argent, hop, il le mettait dans sa poche. Et les nanas rentraient, elles se sentaient pas bien. Elles ressortaient, elles étaient au top. Et en plus, elles étaient toutes folles de lui. Et je me suis dit, mais attends, mais le pouvoir, c'est pas d'être avocat, c'est quand même,
là, tu règles quand même un problème important. Ouais. Et j'avais un rapport avec l'argent j'étais hyper distant par rapport à l'argent. Et là, d'un coup, je voyais les gens payer. Je voyais de l'argent passer d'une main à l'autre. Et ça, pour moi, je me disais, donc il gagne sa vie. J'avais conscience de quelqu'un qui gagnait sa vie, mais surtout de quelqu'un qui faisait du bien aux gens. Et je me suis dit, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Et donc, j'y suis retourné plusieurs fois. Du coup, t'étais bien coiffée? J'étais très bien coiffée. Mes parents Est-ce que tu allais mieux mentalement, moralement? Déjà, je me sentais un peu plus mode, alors que j'avais une coupe classique jusqu'à présent. D'accord. Jusqu'à mes 16 ans, j'avais une coupe classique. Et là, j'avais une coupe un peu fun, il m'apprenait à mettre du gel, enfin... D'un coup, j'étais... Et t'es pédagogue en plus. Voilà, c'est que je lui disais, comment on fait, parce que moi j'apprenais. Voilà. Et lui, il était très mode, donc je lui demandais conseil pour tout. Il a participé à la création de ton identité. Il a participé à la création de mon identité, c'est vrai. Il a participé à beaucoup de choses, parce qu'après, il a participé à mon ambition, à plein de choses. Et donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'y suis retourné, jusqu'à un moment où je lui ai dit, apprends-moi. Il m'a dit, si tu veux, je te prends en stage. Et au final... ce qui s'est passé, c'est que très vite, j'ai convaincu mes parents d'aller en stage. J'ai dit à mes parents, ça va me donner du plomb dans la tête. Mes parents, ils m'ont dit, mais non, mais ça va pas, tu vas pas aller dans un salon de coiffure. J'ai dit, si, je pense que c'est une bonne idée. Et j'ai fait un caprice. Et au final, vu qu'on pouvait rien me refuser, j'ai fini par faire mon stage. Et pendant le stage, c'est là que j'ai compris que j'ai eu l'illumination. Je me suis dit, non, il faut que je fasse ça. Et au final, à la fin du stage, je voulais être avec lui. Je voulais devenir coiffeur. Et donc, j'ai été voir mes parents parce que je me suis dit, bon, là, il faut que je le dise à mes parents. Et je dis à mes parents, je veux être avec Kevin et je veux être coiffeur. Et donc là, mes parents, ils sont tombés des nues. C'était l'horreur. C'était très difficile. L'horreur, ok. Ouais, pour mes parents, c'était très difficile parce qu'ils sont très traditionnels. Ils avaient des ambitions pour moi. Et pour eux, c'était pas encore les coiffeurs, il y avait que quelques coiffeurs, il y avait Alexandre de Paris, il y avait quelques grandes têtes, mais tu devenais pas, si tu choisissais ce métier-là, tu devenais pas une star ou tu devenais pas quelqu'un qui allait subvenir à tes besoins, tu devenais pas riche, et donc du coup mes parents ils se sont effondrés quoi. Et je leur ai dit vous inquiétez pas, et j'avoue que quand j'ai vu mes parents avec cette tête-là, je me suis dit je me dois d'avoir une belle carrière, de faire les choses bien. C'est vrai que je me suis dit, je peux pas les laisser penser ça. Enfin, c'est vrai que dès le début, je me suis dit, oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ça se trouve, ils vont pas s'en remettre. Et ensuite, quand j'ai quitté ce mec-là, j'étais tellement énervé contre lui parce qu'il m'a trompé. Donc on était jeunes, on était inconscients. Il me l'a redit il y a pas longtemps. Il m'a dit on était jeunes. Et je lui ai dit mais. C'est pas sur lequel tu as publié on se remet ensemble ou pas? Non, ça c'est pas un coiffeur, ça c'est mon... Ah non, parce que du coup, comme tu me dis que... Ah non, d'accord. Non, lui c'est vieux, okay. J'avais 16 ans, c'était à 18 ans, je suis parti. C'est jamais, des fois. Non, et j'ai fait mes cartons et je lui ai dit, tu verras, je deviendrai célèbre, je deviendrai le meilleur coiffeur de France et tu regretteras toute ta vie de m'avoir fait ça. Et il m'a dit, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il regrette? Et ensuite, bizarrement, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, la rupture ou les événements de la vie, ça peut donner... Il y en a qui vont se laisser aller et qui vont s'apesantir et qui vont être là, oui, ça va pas, je vais mourir. Et il y en a, moi je sais que je me suis dit, je vais mourir pendant 30 secondes et après je me suis dit, non, je vais devenir, je vais le doubler, je vais être meilleur que lui et je vais vraiment lui montrer qu'il va regretter toute sa vie. Et t'as donné le carburant. Ça m'a donné le carburant et puis après je dirais pas que ça me l'a donné jusqu'à présent. Ça me l'a donné un temps, ça m'a motivé un temps au démarrage. Et après, quand j'ai commencé à passer des steps, je me disais, à grimper les échelons, je me disais, mais c'est pas si mal, je peux me payer ci, je peux faire ça, je peux me prendre mon appartement, je peux acheter un salon. Et petit à petit, c'était devenu un art de vivre parce que, en fait, tu sais, c'est comme de se lever le matin, de se maquiller, de se préparer. Au début, ça nous fait chier de faire des abdos, de faire... Et après, ça devient ta routine. Et après, ça devient une routine. Et après, on pourrait plus faire sans. Et ben là, c'était pareil. Grimper les échelons, faire des choix ambitieux, postuler à des postes que je ne méritais pas, où on me disait non, mais t'es trop jeune, non, mais t'es pas assez compétent. Je disais, laissez-moi faire. Et quand j'y arrivais, je disais, ben voilà. Et c'est vrai que tous les steps. Et après, je me suis entouré de gens, de créatifs, de gens qui étaient ambitieux aussi, de gens qui croyaient plus en moi que moi. Et ça a été quelque chose. Aujourd'hui, je remercie mes amis tous les jours. Ce matin, j'avais une réunion avec des gens qui sont mes amis, qui aujourd'hui bossent pour moi, qui dirigent mes boîtes. Et que j'ai dit, on sortait d'un problème, et je dis, je voulais vous remercier parce qu'aujourd'hui, on sort de ça, on rentre dans autre chose. Et j'ai dit, mais je tiens à vous remercier parce que j'ai jamais vu autant de gens dévoués autour de moi. Et donc j'apprécie ça, je voulais vous le dire. Et c'était à 11h, tu vois, 11h midi. Et j'ai senti ça, moi, tout du temps où après on a essayé d'organiser, je me suis dit, là ils sont entourés, c'est pas mal. Du coup, est-ce que tu crois que, puisque d'avocat à coiffeur, est-ce que tu crois qu'on a une destinée? Est-ce que tu crois qu'il
qu'il y a un chemin qu'on est obligé d'embrasser à un moment ou quelque chose de prévu. Moi, je pense que dans notre vie. Si le destin, c'est... par exemple, moi, on me disait, t'es destiné à divertir et à être sous les projecteurs. Mais qui te disait ça? Alors, ma maman, quand j'étais petit, et ma grand-mère me disaient, tu es différent des autres. D'accord. Tu auras une vie différente. Je ne savais Donc, on te l'a répété déjà. On me disait que j'étais différent et que j'aurais une vie qui sortait de l'ordinaire. Mais ça, je ne savais pas dans quoi elle serait pas ordinaire. Enfin, je me disais, bon, bah, ok, ça veut dire quoi? Donc, j'avançais dans la vie, mais c'est vrai que j'avançais avec beaucoup moins de peur parce que je me disais, je sais que j'aurai une vie qui sera Puisqu'on te l'a dit, on t'a programmé. Voilà, on me disait, ce sera extraordinaire, je le savais. Donc, même quand je me suis retrouvé dans des situations de merde, je me disais, je sais que quelque chose m'attend. Je sais qu'il va arriver quelque chose. Mais ça, tu le savais au fond de toi ou tu le savais parce qu'on te l'avait dit? On me l'avait trop dit et donc je m'étais construit ma personnalité et je savais, je le sentais. En fait, je le sentais en moi. Et il y a un truc que je vais te dire qui va te donner la preuve, c'est qu'à un moment, on m'a dit ton destin, c'est d'être à la télé. J'ai dit non, je ne suis pas prêt. J'ai refusé une offre, j'ai refusé 2 offres, j'ai refusé 3 offres. Et à un moment, c'est revenu au visage après des années et on m'a dit c'est le moment. Mes amis qui m'avaient dit refuse telle opportunité, c'est pas le moment. Et à ce moment-là, à un moment, il y a eu un gros contrat. Et là, on m'a dit, Nicolas, c'est là. C'est maintenant. Mais qui te dit, Nicolas, c'est là? Mes meilleurs amis, ma famille, ma sœur, des gens qui me côtoient jour après jour et qui m'ont dit, c'est sûr que c'est fait pour toi. C'est sûr que c'est ton destin. En revanche, pas n'importe comment, pas à ce moment-là, pas au moment où toi tu l'as pas choisi. Et donc, on refusait des trucs. Non, mais à des moments, je me suis retrouvé, j'étais pas bien parce que un jour, je me suis retrouvé dans le bureau d'Alexandra Roche-Joubert, à qui je dis non, qui me dit attends, t'es pas sérieux, c'est quand même l'opportunité de ta vie. Je dis non, c'est pas le moment. Donc, je me suis retrouvé quand même un peu grillé, hein, tu vois, genre, oui, parce que quand tu refuses, t'es en somme un peu grillé. C'est pas que t'es grillé, c'est la manière dont j'avais refusé, je la prenais un peu de haut, tu vois, c'était, on fera pas de la merde, on fera pas ci, on fera pas ça. Et qu'est-ce que c'est qu'on te proposait de pas si terrible que tu voulais pas faire? On me proposait finalement de continuer dans l'axe où j'avais commencé, de faire des vannes. Ah oui, donc t'étais déjà à la télé. J'avais remporté un concours de coiffeur il y a 10 ans. D'accord. Un concours pour M6. Je l'ai remporté. Ensuite, on m'a proposé des choses que moi, je comprenais pas le sens de ces choses-là. Je comprenais pas où on voulait me faire aller. La seule chose que je comprenais, c'est, il est drôle, on va le presser. Et moi, je ne voulais ni être candidat, ni faire de télé-réalité, ni faire n'importe quoi. À l'âge que j'avais, j'étais en train de monter ma première boîte. Il était hors de question. T'avais 28 ans alors? J'avais 28 ans. J'avais monté mon premier salon ici. Donc je savais que si je partais en télé, j'allais abandonner ma société. Je savais aussi que que là on me disait on te donne ta chance. Donc j'allais prendre ça comme une main tendue, alors qu'en fait c'était moi la chance pour eux de ces gens. Eh oui. Puisque c'était moi qui avais déjà conscience de ça à cette époque-là? J'en avais conscience parce que mes amis me le disaient et je savais aussi que si mon destin c'était ça, je le saurais. C'est-à-dire que ça reviendrait. Pour moi, quand on est fait pour quelque chose, il y a des signes qui trompent pas, ça revient vers vous comme un boomerang. Et il y a un moment où on se dit bon, ok, je suis vraiment fait pour ça, j'y vais. Ok, d'accord. Et donc j'ai bien fait d'attendre puisque à l'aube de mes donc là j'ai 36, 37, donc c'était il y a 4 ans, donc j'avais 32. À l'aube de mes 32, on m'a proposé une émission dont j'étais la star, que j'allais incarner sur du relooking, où j'allais faire mon métier parce qu'on m'a proposé d'animer. Mais moi je suis pas animateur télé. Je suis coiffeur. Donc moi j'ai dit, si je fais un métier, si j'étais en télé, que je faisais mon métier, que je donnais de la valeur à mon métier, à ma communauté enfin voilà, à ma vocation, oui, là ça valait le coup. Là tu voulais bien le faire. Donc voilà, on m'a proposé un truc, j'ai dit ok très bien, mais je pense pas que la coiffure va intéresser les téléspectateurs. On m'a dit essaye, machin, il y a ci, il y a ça, il y aura un médecin esthétique. En fait on me donnait des trucs, je disais ok très bien, on essaye et on voit. Et quand on a essayé, effectivement, on était tous très émus et je me suis dit ça va peut-être le faire quoi. Et après, bon, j'étais très bien accompagné. Je remercierai jamais assez le groupe M6. J'étais accompagné aussi d'une famille. Il y avait 70 personnes. C'est un truc qui a généré 70 emplois. C'est énorme. Pendant 4 ans. Donc c'est énorme. Tu vois, c'est un truc. Tu génères ça. Toi, moi, ça a beaucoup mis de beurre dans les épinards parce que du coup, bah, tu te retrouves, tu peux développer ta société, tu peux développer des projets. J'ai pu réaliser des rêves, j'ai pu voyager, j'ai pu prendre soin de ma mère. Je suis passé de coiffeur finalement un peu reconnu, parce que j'étais quand même reconnu dans Paris, à coiffeur nationalement reconnu. Aujourd'hui, je peux
j'ai de l'impact. Je peux aller voir des jeunes et leur dire qu'on peut réussir et partir de rien. Je peux redonner... On devrait ensuite présenter cette vidéo-là dans toutes les écoles de France, en fin de 3e, celle qu'on est en train de faire là. Ah oui? Il faudra, parce que tout ce que tu dis sur le métier, c'est quand même... Aujourd'hui, je fais des séminaires, voilà, je vais Mais ils sont déjà coiffeurs. Oui. Moi, je parle de jeunes qui sont un peu perdus. On parle plus de la coiffure. Là, tu vois, dans les écoles, c'est complètement mort. Ah, ben c'est sûr qu'aller dans les collèges. Là, j'essaye de voir pour aller dans les collèges et les lycées. Ah, bah, moi, j'adorerais faire ça. Parce qu'il faut absolument qu'on redynamise. Tu l'as fait à la télé. Et maintenant, il faut le faire nationalement. Je ne sais pas qui tu peux rencontrer. Mais en tout cas, tu parlais de ta mère tout à l'heure. Et forcément, je vais rebondir sur un sujet parce que j'ai vu que tu l'as embauchée à un moment donné chez Cocotte. Bon, aujourd'hui, c'est plus Cocotte et c'est super ce que tu as fait. Et qu'elle est tombée dans les escaliers et tout ça. Enfin, j'ai vu ta mère, du coup, grâce à tes stories. Et je me disais, dans quel milieu il a évolué, grandi. Je crois que vous êtes des jumeaux. Dans les quadruplés. Voilà. Donc, on est 4 jumeaux. Et je voulais savoir comment tu avais construit ton identité. Attends, là, j'ai plusieurs questions. Comment tu avais construit ton identité au milieu de 4 frères et sœurs? Ouais. Voilà. Ouais. Okay. Et parce qu'à un moment donné, tu as changé de nom. Nous, ça se fait beaucoup en coiffure, mais du coup, est-ce que tu as fait ça pour toi créer ton identité? Comment tu dirais? C'est une histoire complètement folle. Enfin, c'est complètement idiot parce qu'à la base, à l'époque, il n'y avait que Facebook, tu te souviens? Ouais. Et donc, on changeait de nom, tout le monde pouvait changer de nom autant qu'il veut. Donc, tu faisais des jeux de mots, tu changeais de nom toutes les semaines. Et à un moment, je quitte une entreprise, je mets Waldorf parce que moi, je suis fan de Céline Dion. Et à l'époque, I know that. Voilà. Et donc à l'époque, elle avait fait un de ses plus beaux shootings au Waldorf Astoria. Moi, j'étais fan du Waldorf Astoria, machin, là. Et donc elle fait le truc. Moi, je mets Waldorf, on rigole avec des copains, on change tous de nom la même semaine. Sauf que Facebook a bloqué mon Facebook parce que j'avais trop changé de nom. Et vu que c'était au moment où je changeais d'entreprise, j'étais obligé de dire à tout le monde, je pars, abonnez-vous à Nicolas Waldorf. Donc j'ai remarqué que les gens retenaient le nom, machin, oui, tout. forcément. Et il y a aussi un truc, c'est que au moment où je faisais ça, j'avais des contrats aussi en boîte de nuit, où j'allais coiffer en boîte de nuit sur les Champs-Élysées, machin. Et donc on a fait des affiches Nicolas Waldorf. Donc petit à petit, le nom devenait quand même connu. Nous, du coup, on était contents, machin. Et au moment où j'ai ouvert le salon, j'ai créé mon premier salon, on a fait un concours pour que les gens choisissent le nom du salon. On a eu 380 propositions de noms de salon. Ok. Bon, ça partait de débilité jusqu'à quelque chose de cool. Il y avait plein de choses. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que la veille, j'ai dit à mon meilleur ami, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, franchement, je peux pas choisir, je sais pas. Il m'a dit, Nicolas, tu vas être célèbre. Il te faut un nom haut de gamme. Un jour, tu vendras des produits Nicolas Waldorf. Reste Nicolas Waldorf. T'as vraiment des amis bien, hein, moi, je trouve. J'ai des amis qui, eux, avaient déjà du recul. Ils avaient une vision sur toi. J'ai une amie qui m'a dit il y a pas longtemps, quand toi, tu voyais un salon, moi, je voyais déjà la France. Et elle me dit, j'ai jamais... Et je dis, mais comment t'as su ça? Elle me dit, quand je t'ai vu la première fois, je le savais. Elle dit, je l'ai toujours su. Et c'est vrai que mes potes, quand je leur demande, ils me disent, nous, on t'a toujours vu, on le savait même quand on allait en boîte, que tu travaillais, t'avais un petit poste, je sais pas où, machin. On te voyait t'exprimer, on te voyait le faire, on le savait déjà. Et je leur dis, mais bravo, parce que moi, je savais pas, quoi. Mais du coup, ce qui t'a amené à la télévision, c'est pas... Moi, je trouve que t'es comme en réception, une fontaine d'idées, de concepts. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a l'impression que tu vas un peu partout. Comme je fonctionne un peu pareil, tu vois, des interviews, je suis coiffeuse, je forme à l'intuition, les gens me voient un peu partout. Mais moi, je sais que je sais où je vais. À l'intérieur, je suis comme toi dans le sol, très un peu cadré de temps en temps. Est-ce que cette foule d'idées-là, c'est ça qui t'a donné l'accès à la télévision, ou c'est vraiment... pour Incroyable Transformation, je parle? Ou est-ce que c'est vraiment... En fait, Incroyable Transformation, c'est simple. C'est qu'en fait, il y avait une prod 1 an avant ou 2 ans avant qui m'a dit on cherche un couple gay pour une émission où tu découvres des trucs chez toi, il n'y a pas d'enjeu, c'est un truc un peu cool. Moi, j'adore la vidéo. Et on m'a proposé une émission où j'étais bien payé, où je devais découvrir des objets. C'était une émission pour les enfants qui passait le dimanche sur une petite chaîne. Je dis, écoutez, moi, ça me faisait remettre un pied dedans. Je trouvais ça marrant parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. J'étais avec mon mec, ça nous faisait faire un truc tous les deux. Et en fait, quand M6 a vu l'émission, a rediffusé l'émission, ils ont racheté mon contrat en démol. Et ils ont dit, on veut que ce soit un nouveau visage d'M6. Donc moi, au moment où j'ai tourné un truc un peu en rigolant, sans penser aux conséquences, une fois que ça a été diffusé, les gens me reconnaissaient dans la rue. Là, j'ai compris qu'il y avait un problème. Enfin, que c'était pas un problème, mais j'ai compris qu'en fait, là, ma vie
était en train de changer. Ouais. Et en fait, après, M6 m'a convoqué. J'ai dit, mais non, mais c'est pas possible, machin. Moi, je veux faire du théâtre, je m'en fous, j'ai pas envie de faire la télé, ça va être compliqué. Essaye, deviens une star et après tire au théâtre. Et en fait, quand t'as des gens qui disent, nous, on fait de la télé depuis 20 ans, on sait quoi faire et tout pour que tu fasses ce que tu veux. Je dis, bon, bah, puisque si ça me permet d'avoir une passerelle pour faire ce que je veux, bah, je signe. Allons-y. Je signe. Okay. Et donc, en fait, ensuite, j'ai aussi vu des gens qui m'écoutaient. Mais t'as jamais peur dans ces moments-là? Je veux dire. Alors, je vais dire un truc. Moi, j'ai peur de Dieu et de ma mère. Je n'ai peur de rien d'autre. Mais surtout que ta mère, bon, on voit bien que. Ah non, des fois, elle fait peur. Mais c'est juste que je n'ai pas peur de. Je peux te dire que j'ai traversé, en 10 ans d'entrepreneuriat, j'ai traversé des périodes où j'ai été. Alors, c'est ma prochaine question. Alors, on va pas trop vite. Tant mieux. Tu as ouvert ton premier salon à 28 ans. Oui. Est-ce que tu peux nous dire les premières, là, c'est pour les coiffeurs qui vont regarder, les premières difficultés que tu as rencontrées? Qu'est-ce que tu voudrais dire aux coiffeurs Je dirais les premières difficultés. Alors moi, les premières difficultés que j'ai rencontrées, c'est le fait de se sentir illégitime ou illégitime. Ça, moi au début, je me sentais pas légitime. Donc j'avais l'impression que c'était peut-être l'ego, c'était peut-être la jeunesse. J'avais l'impression que j'étais pas un bon patron, que j'étais pas à ma place. Mais tu as commencé tout de suite avec des salariés? Ah bah oui, dès le début, j'avais un salarié, 2 salariés, 3 salariés. Enfin, d'accord. De semaine en semaine, ça a augmenté. Donc moi, au début, j'ai eu un problème, c'était ça. C'était comment je suis le nouveau chef, comment je me place, comment je me positionne. Et ça, je dirais, c'est un des premiers problèmes, c'est est-ce qu'on est légitime? Je dirais un truc à tous les entrepreneurs, à partir du moment où on a la dose d'inconscience de se lancer, on est patron. On l'est, c'est tout. Il n'y a pas de bon, de mauvais, de machin. Il faut avoir une petite zone d'inconscience quand même. Il faut être inconscient. Pour se lancer aujourd'hui en France, dans l'époque qu'on vit, en traversant des crises financières et tout ça, pour se lancer, il faut être un peu inconscient. C'est pas une question d'être plus capable que les autres. Moi, j'aime pas quand les gens me disent « Oui, mais toi, tu l'as fait, tu as eu des couilles, machin. » Non. J'ai été inconscient à une période de ma vie et j'ai eu l'inconscience de me dire « Ok, j'y vais. » L'inconscience de sauter d'une falaise, je dirais sans pas parachute quand tu es entrepreneur, voilà. Parce que. Mais je dirais pas que c'est le fait de. En fait, je dirais pas que c'est le fait de. J'ai lu une phrase là il y a pas longtemps, peut-être hier ou avant-hier, qui disait être entrepreneur, c'est sauter d'une falaise et se fabriquer un parachute le temps de la chute. C'est vrai, je ne sais plus qui dit ça, mais je l'ai lu. C'est très vrai. J'ai trouvé ça très vrai. Ouais. Aujourd'hui, je n'ai pas eu des couilles, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, je peux te dire que je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, j'ai des rêves, j'essaie de savoir comment je peux arriver à les réaliser. En revanche, j'ai l'inconscience de me dire, allez hop, j'y vais, parce que de toute façon, qu'est-ce que je risque? La tôle? Non. Je risque de mourir? Non. Je risque autant de mourir en traversant la rue? Bon, ok. Je risque les emmerdes? Oui, mais j'en risque quand même si je fais rien. Donc, en partant de là, j'y vais. Ok. Et effectivement, ça m'a causé beaucoup de tort, comme ça me cause beaucoup de joie, comme ça me cause beaucoup de tracas, comme ça. Mais je trouve que si je fais le bilan, j'ai eu 10 ans, là ça fait 10 ans que j'ai entrepris, mon premier truc. J'ai eu 10 ans. En 10 ans, t'es allé vite. Moi, j'ai une chanson depuis le début. Je trouve pas que j'ai été vite, Attends, moi. Comme moi, tu sais, je travaille à l'intuition, je suis obligée de te dire, parce que j'ai une musique depuis tout à l'heure, c'est « Je vais vite ». Ah ouais? Ça, c'est une chanson que j'utilise beaucoup, moi. Mais alors, moi, je sais pas que tu utilises ça, mais depuis tout à l'heure, elle me lâche pas, tu vois. Je trouve pas que je vais vite, moi. Je trouve que j'ai eu mais la chance. Du moment que ça me l'envoie. Ah, c'est que ça t'envoie. Et si toi, tu me dis que tu l'écoutes. Mais sûrement parce que je suis là. En fait, je suis quelqu'un d'hyperactif. Ça, c'est une chose. C'est un fait. J'allais te demander si tu avais été diagnostiqué, mais je me suis dit, j'enlève cette question. Non, j'ai jamais essayé. C'est pas la peine. Moi, je te le dis, En revanche, je ne dirais pas que je vais vite. Je dirais que dans ma journée, je fais beaucoup de choses. Je vais très vite dans ma journée parce que j'essaie de rentrer dans une journée de 24 heures, peut-être une journée de 26. En revanche, je ne vais pas vite. Si j'avais été vite, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais 20 salons. J'aurais pu avoir 20 salons. Oui, j'aurais pu monter plein de trucs, monter ma franchise. On m'a proposé plein de choses. Mais je disais non, je vais être à taille humaine. Je vais être dans ma rue. Je vais avoir toutes mes boutiques dans ma rue. Plus ça va, plus on fera des images. Hein, oui, mais parce que moi, ça me plaît de traiter mes employés correctement, de bien les payer, d'avoir le temps de leur parler, d'avoir le temps de passer du temps avec les gens, de parler aux commerçants autour, de voir ce qui va pas. Et comment tu faisais quand tu étais sur Incroyable Transformation, qui devait quand même prendre du temps, de gérer 3 boutiques à la fois? En fait, j'avais négocié de tourner des quotidiennes, mais que du lundi au jeudi. Le vendredi, samedi, j'étais au salon. Le dimanche, je réglais les problèmes de compta ou quoi. Je donnais les... Parce que c'est énorme, là, en termes de travail. C'était énorme, mais j'arrivais à garder mon téléphone et j'arrivais à imposer en tournage que si vraiment il y avait quelque chose de grave, je pouvais couper le tournage pour y aller. D'accord. Donc, il y a eu un moment, en plus, il y avait des avocats, des négociations. Je négociais pour acheter le salon
d'en face. Donc, ah, mais moi, j'imagine très bien tout ça. J'appelais tous les matins avant le tournage, pendant que j'étais en maquillage. J'appelais tous les matins pour négocier. Ensuite, je rentrais machin. S'il y a un avocat appelé, je devais te couper le truc pour aller décrocher. D'accord. Ensuite, je faisais ça. Jeudi, vendredi, j'essayais de tout régler. J'ai la chance d'avoir une très belle équipe avec des dirigeants qui sont top et des gens à qui j'ai délégué. Et je les remercie. Mais pouvoir déléguer aussi, c'est une capacité. Hein. Alors après, on fait pas de grandes choses si on est tout seul. Donc, à un moment, tu sais, c'est impossible. Moi, je dis aux gens, non, faut faire confiance. Et là, on m'a dit un jour, oui, mais attends, on t'a volé, on a abusé de ta patience, on a fait ci, on a fait ça. Alors moi, on m'a tout fait. Hein. On m'a volé un portefeuille client. On a essayé de me faire couler. On a tout essayé. En revanche, j'ai dit, par exemple, une fois, il y a un dirigeant, il m'a volé, et en plus, il m'a volé le portefeuille client, il m'a volé le coloriste, il est parti ouvrir dans ma rue. Énorme. Énorme. C'est pas mal. On m'a dit, fais-lui une procédure. J'ai dit non. Pourquoi tu fais pas une procédure? Parce que ça va me faire garder un lien avec quelqu'un. Quand tu te sépares de quelqu'un, tu gardes pas, tu le retiens pas. Si je me sépare de quelqu'un, j'y vais, je passe à autre chose. Sinon, tu gardes un lien. C'est pas possible. Tu restes pas dans l'appart avec la personne. Là, c'est pareil. Il a fait, il a voulu me doubler. Tant mieux pour lui, c'est sa vie. Il a pris des choses. Tant mieux s'il les a prises. C'est qu'il en avait plus besoin que moi. Moi, je pars de ce principe. En revanche, aujourd'hui, sa punition, c'est qu'il est dans ma rue. Il voit ma réussite tous les jours quand il traverse la rue. Ouais. Eh ben, ça suffit largement. Ah ouais, et en revanche, il a fait ça. Mais par exemple, pendant 4 ans où moi, j'ai réalisé mes rêves, il a gardé ma société debout. Alors peut-être il aurait pu faire mieux. Ah oui. Il aurait pu faire pire, il aurait pu faire mieux. En revanche, moi j'ai continué à réaliser mes rêves en me détachant de ma société et il a tenu ma société et elle a gardé sa réputation. Un peu grâce à lui alors, tu veux dire. Toutes les personnes qui contribuent à ta réussite, toutes les personnes qui donc tu veux pas cracher dans c'est pas que je crache dans pas. la soupe c'est pas que je crache pas, je lui en veux et c'est qu'un petit enculé de sa race. Mais mon Dieu. Mais non mais c'est pas ça, c'est que il a fait ça. Ma société a tenu bon. Si j'avais quitté ma société pour réaliser mes rêves et que j'avais pas délégué, elle aurait pas tenu. Okay. Aujourd'hui, combien ça coûte? Si je dois chiffrer par rapport à ce qui m'a volé ou ce qui m'a desservi par rapport à ma société, ce qu'elle coûte, est-ce que ça vaut? Enfin, tu vois, si je dois chiffrer, si tu mets dans la balance, ça vaut pas la peine. Réaliser mes rêves, ça n'a pas de prix. Donc au final, si je dois chiffrer ce qui m'a volé, allez hop, pas très grave. T'as volé 1000 balles par-ci, 1000 balles par-là, t'as volé un portefeuille client. Est-ce que ça vaut ça? Non. Alors je dis aux gens, si on fait le calcul de tout. Par exemple, il y a des gens qui disent, je regrette d'avoir été avec cette personne, j'ai gaspillé 4 ans de ma vie. Ok, mais t'as appris quoi? T'as eu 2 ans de bonheur, 1 an où t'as voyagé, 1 an où un an où t'étais malheureux. Ok, mais si tu fais le calcul, t'as passé 4 ans où t'as vécu quelque chose, t'as été vivant, t'as fait l'amour, t'as décoré un appartement. Moi, je ne peux plus entendre les gens qui disent je regrette d'avoir fait ça, je regrette d'avoir fait ça. Ta gueule, t'as été en vie, t'as été en bonne santé. Alors moi je dis jamais ça, tu dis pas ta gueule parce que je dis jamais que je regrette des trucs. Je dis, en effet, pour vivre des expériences, on les vit, bonnes ou mauvaises, et on avance et on se fabrique avec ce qu'on vit. Et puis surtout, si j'avais pas vécu ça, aujourd'hui j'aurais des automatismes que je n'ai pas. Tout à fait. Ça m'aurait peut-être pas motivé à faire les choses comme je les ai faites. Donc moi je pars du principe que, alors peut-être il y a des gens qui me disent non mais toi t'es dans un monde de bisounours. T'es jamais devenu cynique. Alors, t'es jamais devenu cynique. En revanche, t'as publié là récemment sur Insta, post-Covid, les difficultés que ta société, elle a rencontrées. Oui, mais moi j'ai trouvé ça. Ça c'est pas cynique. Ah non, mais justement, je trouve que t'es absolument pas cynique. Il y a rien de cynique en toi parce que justement t'es clair, t'es limpide. Il y a même tout le monde en ce moment. Il y a personne qui parle de la crise qu'on traverse. Mais ça je comprends et pas. Moi je comprends pas non plus. Donc on m'a dit, t'as vu ce qu'il fait Nicolas? J'ai dit mais punaise. Moi je trouve que t'as tellement raison. Moi tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté après ça et j'ai trouvé ça vraiment violent. C'est qu'il y a des gens qui m'ont dit mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu l'affiches et pourquoi t'as pas peur? Ça c'est le commerçant qui dit jamais que ça va pas. Et j'ai dit mais attendez, la terre elle brûle. Ouais. La terre elle brûle. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont en train de crever de faim, machin. On se soucie et moi je dois me soucier de ce que vont penser les gens parce que je dis une vérité ou parce que je raconte ce que j'ai vécu, parce que je pense que c'est le moment de dire la vérité, parce que moi ça me fait du bien. Non, et puis parce que les coiffeurs qui te regardent, ils se disent, ah ouais, mais alors attends, si lui aussi, c'est-à-dire que moi je suis normale. Moi je vois des coiffeurs, ils sont tous en train de vendre leur salon. J'ai atteint un moment de ma vie où mes comptes étaient gelés, où j'ai été exposé médiatiquement, où j'ai eu des avantages que personne n'a en France. Des avantages d'être exposé, d'avoir de la pub constamment, d'avoir des gens qui pensent que je suis le meilleur coiffeur de France. Et malgré tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai gagné, je veux dire, j'ai gagné énormément d'argent. Je me suis retrouvé dans cette situation-là parce que j'ai voulu préserver mes employés, parce que j'ai voulu préserver mes concepts. Et à un moment, j'ai eu l'ego de penser, et ça c'est une connerie, que mon nom suffirait à sauver ma boîte.
Et ça, c'est de la merde. Il faut jamais se dire ça parce que les gens, quand ils viennent pas. Et que quand il suffit que vous soyez pas dans la bonne rue ou dans le bon endroit, machin, c'est oui, comme et puis ça. ils viennent pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, le télétravail, l'inflation, enfin il y a 1000 raisons, c'est pas que de la faute du coiffeur. En tout cas, moi je trouvais super courageux ce que tu as fait, encore une fois, mais je te trouve plein de courage dans plein d'endroits et je vais te dire après sur un autre aussi. Mais est-ce que tu penses à ce niveau-là, tu as compris que je vais t'emmener toujours dans des directions un peu comme ça parce que j'ai compris que je peux. Est-ce que tu crois que tu as un ange hormis Dieu et ta mère? Est-ce que mais moi j'ai les gens qui m'ont élevé. Tu as un ange qui veille sur ce qui peut t'arriver et qui t'échappe. J'ai été élevé par mes grands-parents et à chaque fois que j'ai eu des expériences un petit peu paranormales, on m'a dit ils sont là. Je sais qu'ils sont là. Je sais qu'ils sont là. Il y a pas longtemps, il y a eu une médium qui m'a bluffé. J'étais sur un plateau télé. Moi, ces trucs-là, bon, j'y crois, mais un peu moyennement. Tu vas me donner le nom de la médium? Je sais plus. Elle est blonde? Je sais plus si c'est elle. En gros, moi, j'y crois moyennement. Le jour où, ici, en fait, un jour, j'ai perdu ma grand-mère. Je me suis dit que j'étais pas au bon endroit au bon moment. Et au moment où je me suis dit ça, il y a un livre qui est tombé avec une photo de ma grand-mère que je n'avais pas en ma possession. J'ai appelé ma sœur, j'ai dit c'est toi qui as laissé cette photo dans un livre. J'avais une bibliothèque participative, donc je me suis dit peut-être comme mes frères et sœurs. Et au final, elle m'a dit non, mais effectivement, tu es au bon endroit au bon moment. Et c'était un moment où je me posais la question si je devais être sur sa tombe ou ici avec mon équipe. J'étais resté pour mon équipe, pour pas laisser mon équipe. Et voilà. Le lendemain, j'ai signé un très gros contrat qui m'a révélé en tant que coiffeur. Donc, tu vois, c'est bizarre, c'est très bizarre. Tu dis quand même que c'est bizarre. C'est très bizarre. Okay. Ensuite, on m'a dit il y a pas longtemps sur un plateau, oui, j'ai dit dans la vie on peut pas tout avoir. Et une personne qui m'a interpellé, qui m'a dit si, toi oui. J'ai dit comment ça? Tu as l'amour, la reconnaissance, tu as tout ce que tu voulais. J'ai dit comment ça? Et en plus, tu as tes grands-parents qui sont à côté de toi. Et en fait, une personne qui ne me connaissait pas. D'accord. Et donc, qui m'a dit, t'as tes parents, ils sont là, juste là, juste là. Bah, et c'est vrai que maintenant, oui, je pense. Maintenant, je le pense vraiment. Et c'est vrai que je vais sur leurs traces. En fait, je m'aperçois que plus je grandis et plus je me bats comme eux se sont battus et je me poste comme eux se postaient. Et même dans ma maison, dans mes automatismes, c'est comme eux. Aujourd'hui, c'est trop drôle parce que là, ce matin, j'étais en train de boire dans une carafe que mon grand-père, enfin, c'était la même carafe que mon grand-père avait où il buvait l'eau, machin, là. C'est con, hein. C'est un espèce de carafe doseuse, là, énorme. Ouais. Et mon grand-père faisait ça pour mesurer l'eau qu'il buvait par jour. Parce qu'il y avait des problèmes il avait un cancer de la vessie. D'accord. Et là, j'étais en réunion, en visio, et ma sœur m'a dit, parce que avec ma sœur, on fait des réunions visio pour se dire comment ça se passe, machin. Et là, elle me dit, c'est marrant, tu fais comme papy. Et plus je grandis, et plus je fais tout comme ils faisaient eux. Mais sans t'en rendre compte ou tu t'en rends compte non, j'ai trouvé cette carafe dans le placard. D'accord. Et en fait, je me suis c'était un jour où j'avais pas eu le temps de boire, et je me suis dit tiens, ça va me servir pour évaluer machin, et au moins j'ai un gros contenant, moi je suis toujours en train de courir pour les papiers, je viens là, et j'ai dit bon, moi j'ai ma carafe sur moi. Et je me suis dit bah, au moins elle est en verre, c'est pas mal. Enfin, je me suis mis un peu tout dans la tête et elle m'a dit tu vois, tu fais ça. Et j'ai fait ah oui. Et en fait, je le vois hein, par rapport à ce que je fais, la manière dont je reçois, la manière dont je prépare mes dîners, la manière dont la manière dont je décore ma maison, la manière dont j'accumule les objets, je fais comme eux, quoi. Donc, et je pense qu'ils sont avec moi et que je vais sur leurs traces et je veux à tout prix faire tout comme eux. Parce que pour moi, c'était des gens bien, c'était des gens qui changeaient le monde, qui voulaient faire les choses bien, qui respectaient les gens, qui n'écrasaient personne et qui malgré tout étaient des gens influents et des gens qu'on adorait. Okay. Et j'espère faire les choses comme ça, quoi. Enfin, ok. Et si un jour tu pouvais leur parler à travers une médium, t'aimerais bien ou t'aimerais pas? Je leur parle déjà. Tu leur parles déjà. Ouais. Ok. Alors après, j'ai une autre question à te poser. Que récemment, ouais. J'ai vu que tu étais parti en voyage à Bangkok, je crois. À Bangkok, oui. Voilà. Une de mes villes préférées. Ah, tu connaissais déjà? Ouais. Ok. J'y vais. J'ai été plusieurs fois et j'adore y retourner à chaque fois. Bangkok, c'est l'infini. Ok. Et je voulais te dire que moi, j'ai ressenti comme un grand... tu
tu vois, un souffle. Ouais, voilà, comme si tu te recentrais là-bas. Comme si tu reprenais possession de tout ton... Tu te remettais à zéro, tu vois, comme si tu pouvais ensuite revenir avec les idées, comme un reset, tu vois. Alors, à chaque fois que j'y vais, effectivement, j'y vais parce que j'ai ce besoin de couper avec toute ma vie, la pression, mon nom. Parce que tu es parti longtemps, là, cette fois-ci. Je suis parti 15 jours. Et à chaque fois que j'ai besoin, je le fais. Cette année, c'était des circonstances particulières parce que j'allais rejoindre mon ex-fiancé. On s'est séparés là-bas. Ok. Et mais bon, tout va bien. Hein, j'ai pas de. Mais en gros, j'étais avec quelqu'un. Je sentais que quelque chose couvait. Mais pour moi, Bangkok, c'est quelque chose qui, tu vois, pour te dire, je me suis séparé là-bas, ça m'a même pas gâché le séjour. Bangkok, c'est ton. Je sais pas pourquoi j'aime ça. En fait, j'aime. Parce que ça a un lien dans ton histoire. Non, c'est quoi? Non, tu es allé une fois et tu t'es dit là j'ai été j'aime. une fois, je suis tombé amoureux du truc. J'ai visité toute la Thaïlande. Je ne reviens qu'à Bangkok parce que Bangkok, c'est un mélange de plein de choses. Okay. C'est sulfureux, c'est l'infini. Il y a des concepts. Voilà. Il y a des concepts. Il y a des concepts de boutiques. Mon bar là que j'ai ouvert, j'ai copié une déco d'un endroit que j'ai vu là-bas. Ah ok. Ah oui, donc ça t'a vraiment donné des... Je sais pas, ça m'accroche, ça m'aspire, je peux pas t'expliquer. Il y a la bouffe dehors, il y a le fait, tout ce côté un peu chaud, un peu sulfureux, tout le monde qui se mélange. Il y a tout, c'est un tout, c'est cette espèce, ces inégalités, mais en même temps tout le monde le vit, tout le monde se mélange, tout le monde vit bien, les castes elles se mélangent. Tu rencontres des gens complètement dingues. J'ai rencontré des gens que jamais je pourrais rencontrer à Paris. Ok. J'ai des gens qui me reconnaissent. Enfin, c'est hallucinant. J'étais jamais tranquille parce qu'il y a énormément d'expats. Ah ouais, ok. Donc j'étais jamais tranquille. Toi, tu pensais être tranquille là-bas, peut-être. Je pensais être tranquille, mais là, j'étais pas tranquille. Il y a un mélange de fête, de liberté, en même temps c'est très pollué. Et en même temps, toi qui as refusé un concept TV parce que tu trouvais que c'était trop loin de ce que tu étais, là la mixité qu'il y a à Bangkok, le fait que là tu ouvres, enfin t'as changé le lieu, est-ce que tu crois que ça t'a ramené dans une sorte de mission de vie, de ce que tu veux faire avec les femmes, peut-être avec les hommes aussi en termes de relooking, est-ce que tu crois qu'il y a une mission de vie? Est-ce que tu crois qu'on a une mission, qu'on a quelque chose de... Alors moi, je pense que ma mission, c'est pas vrai. Alors oui, mon métier premier, c'est d'embellir les gens, de faire qu'ils se sentent mieux. Je sais que j'ai ce don de coacher, d'améliorer le quotidien des gens, de les secouer, de les faire changer, de les faire s'améliorer. Je suis très bon pour ça, comme je suis pas très bon pour moi. Hein. Moi, quand il s'agit d'appliquer mes conseils, c'est une catastrophe. On n'est jamais bon pour soi. Hein, on est tous pareils. Voilà. En revanche, quand quelqu'un va mal, quand quelqu'un me donne un problème, je le solutionne. J'ai toujours... Ça, c'est ta mission, alors tu dirais plus? C'est de solutionner les problèmes? Je dirais que j'ai vraiment le don d'être coach, c'est-à-dire de vraiment améliorer le truc, de trouver une solution, de te dire de faire les bons choix, machin, de conseiller les gens dans leur style, même dans leur mode de vie. Ça, je suis très bon là-dedans. Sans me prendre pour un gourou ou machin, hein, mais c'est vrai que je sais le faire. Je trouve toujours des solutions. Mes amis me disent toujours, putain, t'as toujours le truc. Donc c'est en quelque sorte ta spécialité, ta force. Je pense que c'est ma force, ouais. Okay. Et après, c'est de fédérer. Moi, je sais que je sais fédérer. Ça, c'est un truc, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et je voulais te dire, donc à Bangkok, si on t'a reconnu et tout ça comme ça, donc la notoriété, comment est-ce que toi t'as vécu le fait, même en France, à Paris ou ailleurs, qu'on te reconnaissent comme ça, parce que moi je sens... non, je le vis bien. Mais sauf que les gens quand ils sont à l'étranger, ils sont en vacances, donc ils te foncent dessus. C'est pas comme en France où les gens ils osent pas, tu vois, ils te regardent, ils font t'as vu, je le connais, ils vont être discrets. Oui. Là c'était Nicolas. Et donc du coup ça partait du coup tu fais connaissance, c'est très cool, c'est très sympa. Mais franchement non, je l'ai pris très bien et en plus à des moments j'étais content de rencontrer des gens qui me reconnaissaient alors que moi j'étais tout seul, machin. Et du coup, ça t'a amené des nouvelles connaissances. Ça a amené des nouvelles connaissances. Ah non, mais je suis reparti de Bangkok, je pleurais, j'ai rencontré des gens que je garderai toute ma vie. J'ai vu que t'étais bien là-bas. C'était génial. En tout cas, en termes de reconnaissance et de notoriété, ça t'a amené donc de nouvelles personnes, mais aussi un nouveau champ des possibles, de nouvelles possibilités. Et comme on en parlait tout à l'heure, du coup, j'ai vu que tu jouais au théâtre.
Est-ce que j'ai pas... Qu'est-ce que c'est? Alors moi, à 18 ans, j'ai arrêté de coiffer pendant un temps et j'ai travaillé dans un cabaret. Et un jour, j'étais quelqu'un qui était très timide, je n'osais pas dire bonjour. Quand tu me vois maintenant, tu te dis, mais attends, le mec, c'est pas possible. Je pouvais pas dire bonjour, je me pissais dessus, enfin, c'était horrible. Et en gros, on m'a mis sur scène, on m'a poussé sur scène parce qu'il manquait des artistes ce soir-là et je devais jouer un groom. Genre, je devais jouer, j'étais comme ça, je faisais une danse comme ça, j'étais habillé en groom, machin. Et quand je me suis retrouvé sur scène, je me suis trompé de chorégraphie et tout le monde a ri. Et au moment où j'ai entendu les gens rire et me regarder, j'ai fait, oh, je veux faire ça. Je veux être sur scène. À mes 30 ans, j'ai loué un théâtre. J'ai dit, ok, à mes 30 ans, j'avais rêvé ou de me marier ou de faire la soirée de 30 ans la plus dingue de ma vie. J'ai organisé une soirée année folle, j'ai invité 200 personnes, j'ai loué le théâtre du Renard et j'ai dit, je vais jouer mon one-man show. J'ai écrit pendant 3 mois, je me suis entraîné, machin. Et quand je suis arrivé sur scène, j'ai su que c'était un des plus grands moments de ma vie et qu'il fallait que je retourne sur les planches. Ça, c'était sûr, c'était dans ma tête et tout. Quand je suis arrivé chez MC, j'ai dit, je ne veux pas faire de télé. Je veux faire du théâtre. Ah ouais, c'est pour ça que je reviens. C'est pour ça que je reviens. Ils m'ont dit, deviens célèbre et tu pourras faire ce que tu veux. Pendant que je tournais IT, Incroyable Transformation, il y a eu un producteur qui est venu qui m'a dit, je te veux sur une pièce. C'est un petit rôle, machin. Au moment où j'ai commencé, j'ai su que c'était vraiment machin. Le jour de la première, le jour où j'ai poussé la porte du décor pour arriver sur scène et que les gens hurlaient, je connaissais même pas mon texte, c'était une catastrophe. Je savais que j'allais me vautrer, j'allais à la potence. Et quand ça m'a transcendé. C'est-à-dire que j'ai entendu les cris, j'ai dit, ok, ils ont payé 80 balles, il faut que ce soit parfait. Et j'ai tellement joué, j'ai mis tellement d'intention que c'est devenu un rôle important dans la pièce, alors que c'était un rôle. Mais qu'est-ce que c'est que cette pièce de théâtre que C'est une pièce qui s'appelle Cougar qui peut, où je joue un mec, un voisin, un petit peu gay, enfin même bien gay, qui doit jouer l'hétéro pour sa voisine, qui passe pour une vieille fille et qui veut pas passer pour une vieille fille devant sa sœur. Et tout est fait de quiproquo. Je finis par toujours taper ma crise. Enfin, c'est toujours c'est une pièce, un théâtre de boulevard avec des têtes d'affiche comme Fabienne Thibault, Sophie Darel. Je suis avec un comédien qui c'est un de ses premiers rôles, mais il est tellement bon, qui s'appelle Jimmy Macho Pachito. Enfin, il y a que des gens vraiment très bien. Un ancien des Grosses Têtes qui écrivait pour les Grosses Têtes, qui s'appelle Jack. J'ai vu aussi que tu as participé aux Grosses Têtes. J'ai été embauchée aux Grosses Têtes. Attends, on a fait trop de choses parce que tu sais que Théâtre du Renard, c'est là où je danse la salsa. Ah ouais parce que c'est un endroit, le barrio latino ayant fermé. Ok, je savais pas. Bon, ils ont mis du carrelage par terre, ça c'est moins sympa parce que ça glisse moins que là. Et ensuite, là, qu'est-ce que tu m'as dit? Juste là, attends, le dernier mot que tu viens de me dire. Les Grosses Têtes. Les Grosses Têtes. Bah, moi, j'ai été interviewée par Laurent Ruquier au moment du confinement. Pendant les Grosses Têtes, ça a duré 2 secondes, hein, parce que il se foutait un peu de la figure des coiffeurs. Ah oui, ok. Enfin, moi j'ai réussi à dire ce que je voulais, et puis j'ai trouvé Laurent très sympa. Mais c'est quelqu'un qui est très intelligent. Mais tu vois, moi les Grosses Têtes, c'est ce que je regardais avec mon grand-père. J'écoutais avec mon grand-père. Ouais. Je regardais Ruquier, on a tout essayé à l'époque, et je me disais, oh mon Dieu, ça. Là, lui, il est là, quoi. Ouais. Et mon grand-père me dit, tu sais, hein, les Grosses Têtes, c'est pour les gens, machin. Et je disais, oui. Et quand j'ai rencontré Ruquier à un moment au théâtre, j'ai dit, si t'as besoin, je veux venir aux Grosses Têtes. Il m'a dit, on y pense. Je savais pas quoi répondre quand il m'a dit ça. Je suis resté bloqué. Mon assistant, il m'a dit, bah, réponds-lui. Et j'étais là, mais c'est pas possible que j'en sois arrivé là. J'étais coiffeur chez Jean-Louis David, machin. Bah, moi, je peux te dire autre chose que j'ai écrit depuis hier soir. Parce que moi, je pense qu'il y aura pas que ça. Et qu'il y aura du cinéma aussi. Alors, j'espère que tu es ouvert au cinéma et que t'es pas bloqué sur le théâtre. Parce que moi, je sens bien un truc non, mais je sais, comme mais ça. en plus, je sais, on me l'a dit. On m'a dit. Ah, mais moi, on m'a rien dit à moi, tu vois. Voilà, je vois des écrans, machin. Je sais que tu vas finir à jouer. Je sais très bien que quand j'ai joué au théâtre, là, il s'est passé un truc. Même mes producteurs, ils m'ont dit, mais attends, Nico, c'est vraiment, tu te rends pas compte. Attends, je te coupe parce que je pense que je suis un peu mythomane. Non, il faut que je te dise. Okay. En fait, j'y crois, mais quand je suis dans un sketch, j'y crois. Attends, je vais te dire parce qu'après, je perds le fil. Parce que comme je suis connectée, t'as compris, c'est comme un message. Quand tu joues, en fait, tu transcendes le rôle parce que du coup, tu lui donnes une importance qu'on n'avait pas prévue. Et là, on se rend compte que t'as un message à délivrer. Et pareil, pour ton livre. Moi, je l'ai trouvé canon. Et je dis, toutes les petites filles, à la naissance, on devrait leur mettre dans le cadeau de naissance. Puisque tu parles qu'ici, ça va être un endroit pour faire des fêtes d'anniversaire. Il y a aussi les happy showers, enfin des choses comme ça. Moi, je trouve que toutes les petites filles, parce que c'est plus les femmes, après on peut le faire aussi sur les gars, mais les femmes, c'est leur première apparence, les cheveux. C'est ce qui, et il y a personne qui les forme, qui les aide. Et dans ce livre, il y a tout.
Il y a tout. Et c'est une coiffeuse qui le dit. Je dis, j'aurais pu écrire ce livre. Parce que tellement tu as tourné les choses comme ça. Donc, moi, je pense juste à un truc, tu m'as fait penser à un truc. Excuse-moi, c'est moi le boulot. Alors ça, c'est Nicolas, en direct. C'est toi, ça. Je suis désolée. On va même pas le couper parce que c'est tellement toi. Ouais, c'est vrai. T'as une idée, faut que tu la notes. C'est ça. Voilà, j'ai une idée, faut que je te la note. Parce qu'en fait, je sais que... Sinon, tu vas l'oublier. Ouais, t'es comme moi. Voilà. Moi, ce que j'explique, c'est que tu transcendes ce qu'on te donne au départ, qui est un peu petit, parce qu'on voit un peu le coiffeur, hein, peut-être, j'en sais rien. Je ne sais pas. À la fin, mais tu sais pourquoi tu transmutes. En fait, moi, on m'a dit un truc, je sais pas si on vous l'a déjà dit quand vous étiez petit, fais toujours de ton mieux. Et je pense vraiment que quand tu fais de ton mieux, même quand on te donne une miette, si tu le fais de ton mieux, je sais pas si vous avez déjà, quand on regarde un film, des fois vous regardez un film, une série ou machin, il y a quelqu'un qui a un petit rôle. Par exemple, quand tu regardes, je sais pas moi, n'importe quelle série, il y a une nana, elle a un petit rôle de merde, elle joue la concierge. Mais vu qu'elle le fait tout le temps, vachement bien, ça devient un personnage dont tu peux plus te passer. Tu peux plus te passer. En fait, elle est là, et en fait, tu sais qu'à chaque fois qu'on la croise, la concierge, tu vas taper une barre. En fait, je pense vraiment que si on fait de son mieux, même quand on est en bas, moi, la nana, enfin, tu vois, il y a des gens, il y a des producteurs, et des grands producteurs, ils font chier, ils sont là, nanana, ils brassent du vent, machin. T'as la nana qui va livrer les bounties, là, qui est sur le bord du tournage, que personne ne regarde, qui va le faire en chantant, elle va te l'amener, elle va te lancer une vanne, elle est vachement plus importante à ton équilibre. Elle est vachement plus importante à ton équilibre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et aujourd'hui, je dirais que moi, les opportunités qu'on m'offre, c'est parce que quand on m'offre une porte entrouverte, je fais de mon mieux pour faire rentrer la lumière. Et je pense que si tout le monde faisait ça, et le problème c'est ça, c'est que les gens, ils font pas de leur mieux, puis à un moment ils atteignent un step, puis du coup ils se vengent sur les autres, ils font ça, ils écrasent. Alors qu'en fait, si tu fais de ton mieux à chaque étage, mais en fait, si tout le monde faisait ça, mais le monde... alors là, on serait rendu à un monde magique. Il faut que tout le monde fasse son maximum. Si tout le monde fait son maximum, moi je sais que même éreinté, fatigué, je peux te dire que là, aujourd'hui, j'ai le bar le soir. Je vais au bar le soir, je finis à 3h. À 4h du matin, j'étais dehors en train d'aller vérifier que tout était nickel, machin. Non mais... à 9h, 8h, 9h, c'est là où t'habites dans le coin, toi? Parce que pour pouvoir... Ah oui, j'habite dans la rue. Ah oui, d'accord. Je vérifie tout le matin, réunion toute la matinée. Je suis éreinté, j'ai envie de faire des siestes. Dès que tu me mets assis quelque part, j'ai envie de dormir. Mais... je fais mon maximum. Te tient de toute façon. Mais il faut faire ton maximum. Si demain je passe sous un bus, j'ai pas envie de me dire j'ai fait tout, j'ai fait une demi-molle, ça comme ça là. Non, j'ai pas envie de faire ça. Je me dis j'ai fait le maximum, j'ai fait mon maximum sur terre. Si demain machin, j'espère au moins qu'on me mettra sur ma tombe. Il était drôle. A fait son maximum. Il a fait, voilà, il faisait bien les choses. Il était un peu éparpillé, mais il faisait bien les choses. Moi, je trouve pas que tu sois tant éparpillé que ça. Et d'ailleurs, je voulais revenir par rapport. Je suis éparpillé. Non, regarde comme t'es pas éparpillé. Par rapport à la scène, au théâtre et tout ça, il y a Nadine. Parce que, bon, je suis habillée comme ça aussi pour faire honneur aussi un peu à Nadine. Hein, moi, j'aime beaucoup Nadine. Et je voulais te demander, sur scène, Nadine, elle chante, oui, du Céline Dion. Oui. Mais pas que, parce que j'ai vu récemment qu'elle chante aussi du Dreamgirls, qui est un de mes films préférés, derrière Dirty Dancing, bien sûr. Mais quand même. Et je me suis dit, il y va tellement... C'est tellement que tu serais capable de prendre des cours de chant, de chanter après, je sais pas si là, j'ai chanté il y a pas longtemps sur scène. C'est ça que je te dis. C'est que tu chantais en live. En live pour un truc musical et je me suis chié dessus, c'était horrible. Ouais, mais les gens, quand ils te regardent, Nadine, je veux dire, qui c'est pour toi, Nadine? Alors Nadine, c'est un mélange de plusieurs choses. C'est un mélange des femmes que j'ai adorées quand j'étais petit. Des femmes un peu bourgeoises, un peu déconnectées, qui ont toujours l'air débordées quand tu leur parles, machin. Il y avait beaucoup de femmes comme ça, de pouvoir. Mais comment ça se fait qu'il y avait ça dans ton Ma grand-mère, ma tante, ma mère. Pourquoi Qu'est-ce qu'elle fait C'était des femmes. J'ai déjà une famille un peu bourgeoise et c'était des femmes toujours un peu trop sapées. À Paris ma famille, de ma famille. Elles viennent d'où? Il y a ma mère, elle est viette, ma grand-mère était sicilienne, ma tante, elle était. Mais ils habitaient à Paris? Tu es entre parisien? Paris et le sud. Oui, je suis parisien, je suis né à Paris. D'accord. Mais on allait un peu partout. Ma grand-mère après vivait dans le sud. Famille un peu bourgeoise, des femmes toujours un peu trop apprêtées, qui s'engueulaient, qui étaient toujours en train de râler sur un truc, mais qui étaient très exigeantes et qui laissaient rien passer. Et en même temps, dès qu'elle faisait une vanne, c'était la bonne. Genre, moi, je sais qu'on m'a appris, je pense que je suis si bon en vanne et tout ça, c'est parce qu'on m'a appris que si t'avais rien d'intéressant à dire, tu fermais ta gueule. Et j'étais face à des femmes qui étaient comme ça fortes. Et donc,
Je pense que aujourd'hui, elle m'obsède. Tu vois, ces femmes, elles m'obsèdent Et donc, toujours. Nadine... Et Nadine, c'est un mélange d'une cliente qui venait ici, qui foutait jamais rien de sa vie, mais qui avait toujours un avis sur tout. D'accord. Mais toujours un avis sur tout. Ok. Alors qu'elle ne branle rien. D'accord. Et je la nommerai pas du coup. Ah non, tu vas pas le faire. Mais bon, elle vient plus. Je l'ai pas vue depuis un moment. Donc elle, toujours des petits foulards, des petits machins, très axés sur elle, toujours en train de râler sur tout le monde. Rien n'est assez bien, machin. Okay. Mais bon, elle a une opinion sur tout, mais moi, elle fout rien. Donc, bon. Okay. Et de ma grand-mère et de ma tante, et un peu de ma mère, donc des femmes que je trouvais qui me faisaient rire, quoi, qui me font toujours rire, toujours rire. Là, j'ai vu ma tante il y a pas longtemps. J'ai eu des inspirations de sketch. Pour Nadine. Ah oui. Ok, donc Nadine, pour toi, c'est un défouloir. C'est un défouloir. C'est un mélange, je pense, de femmes que j'aurais pu être si j'avais été une nana. Mais tu sais que quand tu te mets en Nadine, enfin, je sais pas si tu dis que tu te mets en Nadine, je sais pas comment tu dis, quand tu opères sur toi une incroyable transformation. Ah bah oui. Et du coup, ça doit t'aligner aussi avec une partie de Nadine, toi. Nadine, c'est un truc qui me permet juste, en fait, c'est un truc qui me permet de jouer. De te défouler de me défouler et de dire des choses que je n'oserais peut-être pas dire en écho. Ok, d'accord. Et du coup, je vais en venir après à... tu vois, comme tu sais ce que ça fait d'être transformé, hein, quand même, quand tu fais ça. Est-ce que tu peux me dire quel relooking t'as le plus ému, mais pas forcément à la télé ou quoi? Est-ce qu'il y a un relooking qui t'a ému jusqu'aux larmes? Un jour dans ta vie? Il y en a plusieurs. Est-ce qu'il y en a un dans ma vie, comment ça? De coiffeur? Si, oui. Mais après, non, moi, ce qui m'émeut le plus, c'est quand je vois quand il y a des gens qui ont des problèmes relationnels et que le relooking, ça transcende la relation et que d'un coup, ils ont un choc. Et par exemple, un homme qui retrouve son fils et son fils avec qui il a du mal à communiquer parce qu'il a un look un peu trop machin et que d'un coup on fait un look comme le papa aime un peu plus, en tout cas un peu, enfin on essaie de garder l'ADN mais on essaie de faire un truc et que les deux se regardent et qu'ils pleurent, enfin ça c'est des retrouvailles, c'est toujours dingue. Après une femme, oui. C'est ça qui, en fait, moi, quand j'avais une femme qui venait, qui se laissait aller, ah oui, ça me plaît. Quand j'avais une femme qui venait, qui se laissait aller, le meilleur pote, il est là, ouais, ça va pas, elle va pas bien, et qu'à la fin, je le vois l'avoir arrivé et que je sens bien qu'il est amoureux d'elle parce que là, il voit une femme qu'il a jamais vue. Ouais. Bon, ça, c'est des trucs, ça t'émeut beaucoup. Après, je dirais, là, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai eu un relooking, dans mon entreprise, et c'était un couple et ils se sont découverts, et bon, là, c'était magnifique. Parce qu'ils se redécouvraient dans la séduction alors qu'ils se séduisaient plus. Bon, ça c'était non mais ça c'est génial. Et tu vois, Charla, elle t'a appris peut-être ou expliqué dès le départ que l'apparence c'était important parce que ça pouvait permettre de rentrer ou de modifier justement la vision que les gens ont de toi. Elle m'a beaucoup dit que la mode permettait d'envoyer un message. Et qu'en fait, les fringues, c'était pas que des fringues. Qu'en fait, ça permet de laisser une impression, ça permet de... Et effectivement, je me suis aperçu, et on s'en aperçoit tous, quand on entre avec une robe bleue, ou avec un haut blanc, ou avec un costume, un smoking ou quoi, les gens vont se retourner d'une manière très particulière. Ils vont tout de suite penser quelque chose de toi, qui est, même si c'est pas toi, t'envoies un message. T'envoies un message. Ok, et donc ça aujourd'hui, quand j'arrive quelque part, je fais attention moi, à tout... à ce que je vais mettre. Bon, là, je ça, c'est Charla qui t'a développé ça ou tu l'avais déjà? Ma grand-mère me l'avait inculqué. Mais Charla m'a inculqué le choix des matières et des couleurs. Je dirais que ma grand-mère m'avait toujours dit, la première impression, c'est toujours la bonne. Fais attention à chaque fois que tu rentres dans une pièce, à l'impression que tu laisses. Elle me dit, il faut sentir bon, il faut que ton truc soit repassé, faut vraiment que les gens, pauvres ou riches, faut que tu donnes une impression du mec impeccable parce que tu laisseras ce souvenir aux gens. Et je sais que dans la vie, ça m'a ouvert des portes parce qu'on disait toujours Nicolas, il est impeccable. Et je sais que les gens donc l'apparence, c'est pas que du détail qu'il faut pas considérer, ça va avec les cheveux, moi, on est d'accord. Moi, quelqu'un qui rentre, et moi je peux te dire, il y a des gens quand ils rentrent chez moi et qui sont pas nickel et tout ça, je leur dis je suis désolé mais non. Je suis désolé mais non, ça marche pas comme ça. Dans ton personnel, tu veux dire? Dans mon personnel, dans les gens que je rencontre, par exemple, une fois, je suis rentré dans un salon, une dame, elle devait me coiffer, je l'ai vu arriver dégueulasse. J'ai dit, mais je suis désolé, mademoiselle, mais non. Si vous êtes incapable de vous rendre jolie, pourquoi vous allez vous rendre jolie? Ah voilà, non, mais on est d'accord qu'il y a aussi... et en fait, je suis désolé, ce matin, qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu bosses dans le commerce, pour que tu viennes à moi en me donnant des conseils de style et que toi, tu n'ai même pas été capable de te décrocher. Parce qu'on se dit qu'on le fait sur les autres des fois et que du coup, on n'a pas le temps pour soi. Moi, je te jure que même quand je dois coiffer, que j'ai une personne à coiffer dans la journée, si je me suis pas mis en avant, mis en valeur
Avant d'y aller, j'y vais, mais genre, non, je peux pas. Mais ça fait partie. Des fois, j'arrive en retard parce que je dis, j'ai pas eu le temps de me préparer. Il faut que au moins j'enfile un truc, que je me sente bien. Ça, je le vois dans tes directs, moi, hein, sur Insta. Je vois que tu prends du temps à ça. Et d'ailleurs, alors à ce sujet-là, je voulais te dire par rapport aux gens que c'est émouvant tout ça, que bon, j'ai vu il y a pas très longtemps ta réponse par rapport au relooking de Loana. J'avais dit qu'on n'en parlerait pas forcément, mais comme je t'ai trouvé super courageux et que j'ai trouvé le résultat très beau, moi je vais te le dire, Loana, j'aurais bien aimé qu'M6 diffuse le résultat. Parce que j'ai trouvé que c'était très beau et très loin de ce qu'elle racontait. Donc voilà, je voulais te dire que tu as été très courageux de t'attaquer à son relooking pour lui faire du bien. Moi, personnellement, à l'intuition, j'y serais pas allée parce que je pense que quoi qu'on lui fasse, elle veut ressembler à l'image du loft. Moi, je savais pas ça. Et donc, je voulais, moi, te dire que j'ai trouvé courageux. Je sais qu'au moment où la prod est venue me voir, ils m'ont dit surtout ne prends pas de risques et tout ça. Je leur ai dit non. Je suis pas payé pour ça. Non. Moi, à chaque fois qu'on m'a dit non, j'ai dit non. Moi, vous m'avez amené pour ça, je fais mon métier, c'est mon métier. Ça fait 20 ans que je fais ça, j'ai toujours dit la vérité, j'ai toujours fait ce que moi je pensais le mieux. Mais après, Loana, c'était compliqué parce que c'est une, comment on appelle ça? C'est une pathologie. C'est une pathologie. Genre, ça va pas dans la tête. Donc, même si j'avais fait du mieux, machin. Ça se ressent dans les cheveux, forcément. Le changement, je veux dire, si elle est comme ça, qu'elle n'a pas évolué, qu'elle n'a pas bougé d'un iota depuis 20 ans, c'était sûr, il y a une raison. Donc après, Enfin, moi, je voulais te dire que j'ai eu l'occasion de voir le résultat. Je m'attendais à un truc tellement loupé par rapport à ce qu'elle disait que je me suis dit, j'aurais fait la même chose. Donc, non, franchement, tu as été douée par rapport à la qualité de la texture des cheveux qui est en dessous. En plus, on sait techniquement que tu vas sur des sables mouvants. Les cheveux étaient oui, voilà. Donc, bref, moi, je voulais te dire que je t'ai trouvé super courageant. Après, je voulais dire que tu dis que tu es exigeant en termes de travail. Moi, je trouve que ce que tu fais, même en termes de communication, est-ce que tu travailles avec une agence? J'ai une agence pour l'influence qui gère mes contrats d'influence, mais après, non, pour ma com, on est plusieurs, plusieurs copains. Parce que c'est énorme. Parce que, enfin, je veux dire, la charte graphique, les logos, le site internet, la refonte. Parce que pour nous, on est hyper exigeant sur. Pour moi, vaut mieux rien faire que faire un truc. Ah oui, mais du coup, on pourrait croire que tu fais appel à une agence d'un très haut niveau. Non, c'est des copains. Mais après, il y a un truc, c'est que moi, je pars du principe que. Aujourd'hui, enfin, j'ai toujours fait les choses. Tout le monde a dit, ah là, mais t'as toujours été star, t'as toujours été machin. Non, j'ai toujours fait les choses, par contre, en grand, parce que on ne sait jamais. J'ai eu des amis, comme je te l'ai dit, je te l'ai dit depuis le début. Des amis depuis le début me disent, fais les choses propres, parce qu'on sait jamais ce qui va arriver. Et aujourd'hui, je fais toujours les choses propres parce que regarde ce qui est arrivé. Oui. Donc on ne sait jamais, tu vois. Demain, ça peut être encore pire. Bon, il faut que j'ai anticipé tout ça. Si demain, c'est encore plus célèbre, encore plus machin, là, qu'est-ce que je fais si j'ai sorti que des merdes? Je fais quoi? Si j'ai des casseroles derrière moi? Non, il faut Et du coup, alors, je vais forcément te demander, cette petite, on arrive vers la fin, là. Donc, dans 5 ans, à l'aide de la médecine anti-âge ou non, professionnellement, intellectuellement, sentimentalement, où est-ce que tu t'imagines dans 5 ans? Mais pourquoi à l'aide de la médecine? Parce que je sais que tu aimes bien aussi, tu fais des directs avec un chirurgien esthétique. Je sais que tu n'es pas contre non, moi je suis pas contre. Retoucher. Non, mais après, dans 5 ans, j'aurais vieilli. Donc, oui, mais bon, ce que je veux dire, c'est pas dans 5 ans, pas forcément toi en termes de look, parce que je sais que tu es ouvert sur le fait de retoucher et tes cheveux et ton physique et d'être bien dans ta peau. Mais toi, professionnellement, dans 5 ans, où est-ce que tu t'imagines? Alors, j'espère que j'aurai organisé ma vie pour avoir plus de temps pour mes proches. Ça, c'est quelque chose qui est, pour moi, le plus gros échec. Par exemple, cette année, la chose la plus douloureuse pour moi, c'est de ne pas avoir plus de temps pour mes proches. Voilà, moi, je dirais que c'est la vraie réussite, c'est pas l'argent ni machin et tout. La vraie réussite, c'est d'avoir allié sa vie de famille, et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai plus que l'entrepreneuriat et je peux te dire que ce matin, je me suis encore plaint, j'ai dit, mon Dieu, il faut que ça ralentisse parce que je suis sur tous les fronts tout le temps et j'ai pas une minute pour être tranquille chez moi, regarder une série. Genre, là, je rêve de regarder, j'ai vu qu'il y avait White Lotus et j'ai envie de regarder White Lotus, de m'abrutir avec plein de chips,
Enfin là, le seul moment où je grignote, c'est quand je suis en réunion, quoi, parce que je suis stressée. D'accord. Mais j'ai envie de me poser, d'avoir le temps de faire Donc dans 5 ans, tu voudrais que tout roule un peu et que ce soit... J'aimerais bien pouvoir me dégager du temps, voyager, okay. aller. Ah oui, mon rêve, ça serait d'aller voir les élèves, d'aller voir les jeunes, de pouvoir donner des séminaires, des grandes messes devant 150 personnes d'entrepreneuriat. Oui, ben ça serait le rêve. Ok, eh ben voilà, t'as mis une graine je pense que c'est pas un rêve, dans l'univers. Ouais, ça va arriver. Une question qui est très importante pour moi. Nicolas, si tu pouvais revenir à l'âge de 8 ans, murmurer à l'oreille de l'enfant que tu étais des conseils pour sa vie future, qu'est-ce que tu lui dirais? Ouh là là, je sais pas. Je pense que je dirais profite plus de ton enfance. Parce que j'ai pas profité beaucoup de mon enfance. J'anticipais tellement. En fait, on m'avait tellement dit, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas devenir ça, nanana, que j'anticipais pour mes frères et sœurs, j'anticipais pour mes parents, j'anticipais le fait que mes parents s'entendent pas. J'étais vraiment déjà un petit adulte et j'ai pas beaucoup profité. Je projetais déjà ma vie d'adulte et je pense que c'est dommage. J'aurais aimé être un peu plus un enfant longtemps. Un peu plus longtemps un enfant. Ok. Voilà. Ben en tout cas, voilà, moi j'ai terminé l'interview Les cheveux dans les yeux avec toi, Nicolas. Je voulais te dire que je suis ravie. J'espère qu'on n'entendra pas trop le bruit ambiant. On était dans ton magasin, mais du coup on est en live, hein, on est dans ta vraie vie, ta vie qui va vite. Je vais vite. Moi, je vais chercher qui chante, je vais pas arrêter, mais voilà, c'est un très beau souvenir d'être venu là pour une soirée qui dansait dans ton salon de coiffure, d'être là aujourd'hui pour la création. Donc j'ai fait la fermeture d'un lieu finalement et la réouverture d'un nouveau lieu. Donc et je suis vraiment très contente. J'ai pas lâché. La fenêtre, la porte. Mais tu vois, t'es comme moi. Voilà. Et la vie m'a mis sur mon chemin. Tac, tac, plein de trucs rigolos. Donc merci infiniment pour ce temps partagé. Merci beaucoup. Je te dis à bientôt sur les réseaux ou ailleurs parce que la vie est drôle. À bientôt. Allez, à bientôt. Salut.